Péronne, 1914-1918. Le témoin majeur de cette époque, Henri Douchet, signera sous le pseudonyme de Fassol, car successeur de M. Rémy comme chroniqueur au journal de Péronne. Ce sera la référence historique de ces années de fer. Prenant la suite de son père, arrivé à Péronne en 1835, son vrai métier est pâtissier-traiteur sur la Grand Place. Durant l'occupation allemande, son établissement est réquisitionné comme casino. Il se fait passer pour l'employé de cette maison. En première loge, il entend tout, voit tout, mais prudence oblige, il ne prend pas de notes. Évacué comme tous les Péronnais en juillet 1916, il échoue au Quesnoy avec sa famille, où il est dénoncé pour insulte à l'armée allemande. Arrêté, il est condamné à 5 ans de travaux forcés à cause de ses caisériennes, pamphlet contre l'occupant, et sera libéré avec l'arrivée des Anglais en 1918. Ouvrage Péronne sous l'occupation 1914-1918. L'arrondissement de Péronne sous l'occupation 1914-1918. L'idée de relater au jour le jour les événements de la guerre était venue à beaucoup, mais la longue durée de l'occupation et le danger de prendre des notes qualifiées par l'ennemi d'actes d'espionnage firent que beaucoup cessèrent de le faire et même détruisirent leurs cahiers. Fassol. Votre témoignage est une source indispensable pour la connaissance de ces années de fer à Péronne. Et je ne me suis pas privé de vous citer. Merci, monsieur Douchet. Chronologie des occupations, prises et reprises de Péronne. Après la tragique bataille de Moilin, près de la ferme du gouvernement, les Allemands occupent Péronne le 28 août 1914. Dans l'euphorie de la reconquête, suite à la victoire de la Marne, les dragons français défilent à nouveau dans la ville le 15 septembre 1914. Après l'embuscade de Peuilly, où le général Bridoux est tué, les Allemands investissent de nouveau la ville le 24 septembre 1914. Les Allemands ne l'évacuèrent qu'en mars 1917, lors de leur repli sur la ligne Hindenburg. La ville est alors reconquise par les Anglais le 18 mars. Occupée à nouveau le 22 mars 1918, les Australiens la délivrent définitivement le 2 septembre 1918. La bataille de Moilin. Avec la déclaration de la guerre, la première armée de Von Kluck envahit le Vermandois. Le 27 août, le 11e corps allemand de von Linsingen est au nord-est de Péronne, entre Combles et Vermand. Certains régiments de l'armée française sont dépassés par l'avance rapide de l'ennemi. C'est le cas des 307e et 308e régiments d'infanterie, dits des Charentais, car venant respectivement d'Angoulême et de Bergerac. Le 28, mal renseignés, coupés de leur état-major, ils ont l'ordre de traverser les lignes allemandes, dont le nombre de soldats est estimé peu important. Sortant des bois de Vaux et de Saint-Pierrevas, à proximité de la ferme du gouvernement, sur la commune de Moilin, ils tombent sur des soldats allemands harassés, surpris, furieux et très nombreux, qui font un carnage. Après les combats, la fureur meurtrière des envahisseurs se poursuit. Moilin et la ferme du gouvernement sont incendiés. Des civils sont fusillés et des soldats blessés sont massacrés sur place. Le lendemain, les habitants de Moilin sont réquisitionnés pour enterrer dans une fosse commune les 600 morts des 307e et 308e d'infanterie.
Les Allemands investissent la ville le 28 août 1914. Quelques civils seront tués. Les vainqueurs défilent en ville dès le lendemain. L'occupation commence. La nuit du 28 août 1914. Vers 8h30, une grande lueur éclaire la place. La boucherie du Pont et la sous-préfecture sont en flammes. Le feu a été mis dans les greniers une demi-heure auparavant, en passant par la boucherie et à l'aide d'engins spéciaux, sans doute des grenades. Les voisins ont perçu des détonations. Il fait un vent du nord assez vif qui active l'incendie. Les étincelles et les flamèches s'envolent loin, et bientôt, les archives entassées dans les greniers de la sous-préfecture venant à prendre feu, c'est une pluie de papiers enflammés et de cendres rouges qui tombent sur la chaussée, le marché aux herbes, et jusqu'aux maisons en face. À la même heure également, et aux lueurs de ces incendies qui se reflètent dans la Somme et dans les eaux du Cam, une chasse à l'homme se livre dans les petits jardins vers Sainte-Radegonde. Les chasseurs alpins, coupés de leur bataillon par ce barrage que fait la Somme, sont traqués d'abri en abri, et l'on peut dire assassinés, par une bande de brutes qui se livrent impunément au massacre, car nos soldats n'ont plus de cartouches. Fassol. Mercredi 2 septembre. Les postes de secours accueillant un nombre dramatique de blessés provenant des combats de Moilins, de Péronne et de la Maisonnette sont débordés. Les Allemands ont accaparé la principale ambulance privée installée à la chambre de commerce. De ce fait, c'est à Jeanne d'Arc, aux Oblates et à la clinique que fonctionnent les services de la Croix-Rouge, organisés par les docteurs, les dames et les demoiselles de la ville. Fassol. En sus des docteurs André et Loiseau, les sœurs de la clinique, les infirmières diplômées, Madame Dogan et Mademoiselle Noël, de nombreux bénévoles s'affairent et prodiguent des soins. Dévouée, Madame Marguerite Dogan, infirmière militaire, restera volontairement auprès des blessés intransportables et restera encore lors de la deuxième occupation allemande. Elle quittera la ville le 25 avril 1915 en raison d'accords et d'échanges internationaux. Mais les Allemands savent qu'elle est la femme d'un commandant français. Aucune vexation, aucun procédé révoltant ne lui seront épargnés. Fassol. Marguerite Dogan, décorée de la Légion d'honneur à l'issue de la guerre, publiera en 1926 son ouvrage de témoignage. Mon séjour à Péronne pendant l'invasion, 25 août 1914, 25 avril 1915. À l'ambulance de Péronne, un article de presse paru après-guerre fait l'éloge de Madame Dogan, infirmière militaire, prisonnière volontaire à Péronne. Le 25 août seulement, Madame Dogan avait pu parvenir à Péronne. 2 jours après, les Allemands pénétraient dans la ville. En compagnie du docteur André, dont la conduite ne fut pas moins exemplaire, d'une autre infirmière, Mademoiselle Noël, et de 4 religieuses de l'ordre du Saint-Esprit, Madame Dogan put défendre ses blessés contre les brutalités des envahisseurs et contre les menaces des incendiaires. Le retour offensif de nos troupes ne fut que d'une trop brève durée et n'apporta au personnel de l'ambulance qu'une nouvelle occasion de rester à son poste, de supporter une seconde fois les douleurs de l'invasion. L'hiver de 1914 passa, pendant lesquels les derniers blessés en traitement furent successivement évacués par l'autorité allemande. Alors, seulement, Madame Dogan, demeurée sans nouvelles de son mari, le chef de bataillon Dogan, aujourd'hui général, commandant la division marocaine, consentit à demander à être rapatriée pour reprendre sa tâche en France. Le 14 septembre à 4h20, le drapeau allemand qui flottait sur l'hôtel de ville est retiré. Le 15, vers 11h, heure allemande,
une avant-garde des dragons français entre en ville et désarme la cinquantaine d'infirmiers allemands restés sur place. M. de Villers, bijoutier horloger, remet à l'heure française l'horloge du campanile de l'hôtel de ville. Les quelques Alpins cachés dans les marais, par une poignée de courageux Péronnais, sont délivrés. Le général Bridoux, avec un peu d'artillerie, 2 divisions de cavalerie, quelques compagnies cyclistes et un bataillon de zouaves, forment la garnison de Péronne. Le 17, sous une pluie battante sur la route de Vermand, et suite à une erreur de navigation à Peuilly, le général tombe dans une embuscade allemande où il est blessé mortellement. La mort du général Bridoux portera un coup d'arrêt à la reprise française dans la région. Le 24, tôt le matin, les Bavarois reprennent la ville. Une nouvelle occupation commence. Les brimades, les pillages, l'arbitraire peuvent recommencer. La commission administrative chargée de gérer les affaires municipales. Le jeudi 27 août, on apprend le départ de toutes les autorités municipales et administratives. Le sous-préfet Rochard et le maire Charles Boulanger quittent la ville, après avoir rassuré la population. M. Linné dirige la mairie, 2 conseillers sont restés, M. Ponchard et M. Lenné. Le 28 août, à l'arrivée des Allemands, le bureau du maire, où se trouvent messieurs Linné, Lenné et Ponchard, conseillers municipaux, ainsi que M. Carpentier, juge de paix, Anatole Lefebvre, receveur, et l'agent Grenier, est envahi par une bande d'Allemands qui somme le maire de retirer le drapeau français flottant au balcon de la mairie. Le 1er septembre 1914, la commandanture ordonne à M. l'abbé Caron, archiprêtre, M. Alphonse Linné et M. Joseph Marchandise, qui connaît un peu l'allemand, d'organiser une commission administrative chargée de gérer les affaires municipales. Ces messieurs ont convenu entre eux que M. Linné continuerait à remplir les fonctions de maire et qu'il s'adjoindrait un comité administratif de 12 membres. Lenné, Ponchard, Tabary, Dinaud, puis 2 juges, Carpentier et Malissé, puis 3 comptables ou banquiers, Lefebvre, Le Serre et Raffin, un électricien, Cadet, un ancien conseiller municipal, M. Eugène Quentin. Le 12e devait être M. Séné, mais il est parti. Lors de la libération provisoire de la ville, entre le 15 et le 24 septembre, les autorités françaises confirmeront la légitimité de la commission administrative municipale. M. l'archiprêtre Caron et M. Joseph Marchandise désirent s'y retirer puisque les temps ont changé. Mais leurs collègues les convaincront de rester. Un dernier membre y sera ajouté, le docteur Loiseau. M. Cauvin, sénateur de la Somme, est venu en auto d'Amiens et annonce à la commission que le maire et le sous-préfet ont été révoqués pour avoir abandonné leur poste. M. Lenné, membre de la commission, quittera Péronne avant le retour des Allemands. Propagande, carte postale idyllique de l'occupation allemande. Un petit Péronnais dans les bras d'un soldat ennemi. Le soldat pose devant la statue de Marie Fourré, avec derrière lui les ruines encore fumantes de la sous-préfecture. Bon gré, mal gré, l'occupation est réalité, et il faut s'y soumettre. La commandanture s'installe au premier étage de la mairie. Au balcon flotte un drapeau allemand. Péronne, Haute-Place Mitkirche. Lundi 5 octobre 1914, 30e jour d'occupation. Il paraît que nous avons eu, sans nous en douter,
et sans du reste l'apprécier autrement, l'insigne honneur de recevoir l'empereur Guillaume. Tous les officiers l'affirment. Il serait passé vers 11 heures dans un groupe de 7 autos qui ne se sont pas arrêtés. Les troupes ont poussé des hurrahs à son passage. Il visite ses armées et leur apporte ses encouragements. Abbé Caron. Le commandant en chef de l'infanterie bavaroise, le général Xylander, installe ses quartiers à Péronne, dans l'hôtel particulier Terlet, rue Saint-Sauveur. Semaine du 18 octobre au samedi 24, il y a des casinos dans tous les coins et les occasions de fêter ne manquent pas. Au casino du général von Xylander, chez M. Douchet, grande ripaille le jeudi 22. Dîner de 80 couverts avec faisans truffés, à l'occasion d'une promotion flatteuse et d'une distribution de croix de fer, fasoles. Pendant ce temps, les jeunes gens de plus de 15 ans sont recensés. Il se murmure que certains seront évacués en Allemagne. Le général Xylander aura sous ses ordres le colonel Krupka, commandant de la place de Péronne. L'interprète du colonel Krupka, interlocuteur privilégié de la municipalité, est un dénommé Cross. Fassol dira de lui plus tard « un sale oiseau qui nous a fait toutes les misères possibles. Ce boche fielleux et haineux était avant-guerre employé à notre bibliothèque nationale et habitait Paris. Du moins, il s'en vante. » En cette troisième semaine d'octobre 1914, peu de faits de guerre à noter. Il y a certains jours où l'on n'entend pas un coup de canon. On sait que le front est stabilisé à Frise, Capi, Maricourt, Lyons, Foucaulcourt. Après avoir fait enlever l'herbe de nos rues, posé des bornes fontaines et rendu carrossable le boulevard du Sud-Est, la commandanture termine la toilette de la ville en faisant disparaître toutes les affiches et panneaux réclames dont les lambeaux collaient encore au mur. Mais, du même coup, elle fait main basse sur les enseignes en zinc, panonceaux d'officiers ministériels, etc. On pose des panneaux indicateurs à tous les carrefours. Fassol. Les corvées, bien sûr, sont faites par des prisonniers de tout pays et des péronnés, travailleurs civils, réquisitionnés. Fassol nous relate aussi que dès la fin octobre 1914, les Allemands avaient construit un pont sur la Somme, près des Moulins d'Amé, pour terminer le boulevard du Sud-Est. Décembre 1914. Depuis le commencement du mois, les soldats reçoivent des paquets et certains en ont jusqu'à 12. Ce sont des cadeaux de Noël, envoyés par leurs familles, par les groupements dont ils font partie, et même par les reines et les princesses. Dans ces colis, il y a de tout, des victuailles, des gâteaux, des cigares, des livres, des vêtements. Mais ceci n'est pas le principal. Le principal, c'est l'arbre de Noël, c'est-à-dire un sapin avec des bougies et des bibelots, autour duquel on passe une soirée à boire, à manger et à chanter. Et comme les fractions qui doivent être tranchées à la fin du mois fêtent Noël par anticipation, nous en avons un avant-goût dès la semaine du 13 au 18 décembre. Fassol. Et c'est ainsi que les Français piégés dans les régions occupées découvrent le Tannenbaum. Cependant, Monsieur l'abbé Dubois, aidé de quelques hommes de bonne volonté, dispose une modeste crèche dans la chapelle Saint-Antoine de Padoue, et demain l'enfant Jésus sourira aux petits Français qui n'auront pas pu dormir, à cause du réveillon Boche. Fassol. Lundi 28 décembre, d'étranges bruits circulent et se confirment. Il paraît que durant la nuit de Noël, Français et Allemands ont fraternisé. Ce n'était plus la guerre. Des deux côtés, on est sorti des tranchées sans armes,
On s'est serré la main. On a échangé des cadeaux. On a bu. On a trinqué ensemble. Est-ce possible? N'y a-t-il pas là quelque hâblerie de l'ennemi dans un but qu'on ne devine pas? Il se peut que cette nuit-là, il se soit établi une trêve tacite, et l'on sait, de sources sûres, qu'on a chanté Minuit chrétien dans les tranchées françaises en face d'Herbécourt. Pas seul.